L'univers imaginé par Frank Herbert fascine en proposant une vision d'un futur très lointain qui s'appuie sur les cultures, les croyances, les rapports de force et la dépendance aux ressources naturelles plutôt que sur une surenchère technologique, même si la génétique y joue un rôle essentiel. Les figures marquantes ne manquent pas dans l'univers de Dune, de Paul Atreides à l'Empereur Dieu, en passant par les Fremen, le baron Harkonnen ou encore les mystérieux navigateurs de la Guilde spatiale. Toutefois, quelques figures s'imposent parmi les personnages capables d'embraser l'imaginaire et de laisser une impression marquante. Je parle bien entendu de la sororité Bene Gesserit. Si vous vous posez la question, on prononce bien Bene Gesserit en français et Bene Gesserit en anglais, du fait des normes de prononciation latine dans les deux langues. Avoir le bon comportement, bien faire, voilà une traduction approximative de ce nom latin qui a peut-être été choisi par Frank Herbert pour une sonorité en anglais qui se rapprocherait vaguement de l'ordre jésuite. Les Bene Gesserit sont-elles les protagonistes ou les antagonistes de cette fresque fascinante ? La réponse de Normand arrivera en fin de vidéo. Il me semble que l'ordre Bene Gesserit doit avant tout être considéré dans la globalité de sa démarche et de sa vision de l'univers et de lui-même, même si certaines sœurs ont durablement impacté l'ordre des choses et l'ordre tout court de par leurs choix individuels. Le propre de l'ordre, c'est justement l'effacement de l'individu de ses désirs et ambitions, le tout au profit de l'intérêt supérieur, tel que défini par l'ordre. Dans cette perspective, on peut dire que Dame Jessica est sans doute l'une des pires Bene Gesserit de l'histoire de l'ordre, alors qu'elle est sans conteste aussi l'une des meilleures. Question de point de vue. Pour vous en dire plus sur ces sœurs qui se sont mis en tête de guider le destin de l'humanité depuis les coulisses, sans jamais se mettre au devant de la scène, je vais forcément devoir évoquer des points essentiels de l'intrigue au long cours des romans Dune et par conséquent des films. Pour l'instant, on n'y est pas encore, ou tout du moins, ça ne spoilera que le premier film, mais je vous préviendrai quand on arrivera à des éléments plus corsés pour la suite. Si vous avez déjà lu l'essentiel de la saga ou ne craignez rien au spoiler, affûté que vous êtes par la litanie contre la peur, dans ce cas, vous êtes déjà dessillé et prêt à accueillir la vérité. L'ordre Bene Gesserit a des racines très profondes et voit très loin. C'est une sororité du temps long de l'abnégation et du contrôle du monde par le truchement du contrôle de soi. L'objectif exact de l'ordre n'est autre que de guider une humanité éclairée vers un meilleur chemin qu'on pourra ensuite éventuellement identifier au sentier d'or visé par l'Empereur Dieu. Quoi qu'il en soit, cela laisse initialement une certaine marge à interprétation. Pour exercer un pouvoir certain, mais néanmoins indirect, les Bene Gesserit ont essentiellement visé les plus hautes sphères de l'Empire et des familles nobles. Elles ont tout fait pour être considérées comme une école exclusivement féminine fournissant les meilleures assistantes, concubines, filles et épouses de la galaxie. Parmi les nombreuses capacités hors normes développées par les sœurs, certaines sont volontairement mises en avant et largement connues afin de plaire aux puissants seigneurs masculins. Les Bene Gesserit enseignent apparemment obéissance et dévouement, capacité de réflexion et de mémoire, intuition susceptible de percer à jour les mensonges, et enfin qualité d'amante hors norme. Les grandes familles voient d'un très bon œil ces poupées perfectionnées à souhait qui semblent s'intégrer à merveille dans le strict système aristocratique des faux freluches. Derrière cette soumission de façade se dissimule autre chose qui reste néanmoins une soumission, puisque chaque sœur est corps et âme dédiée au dessein de l'ordre. Pour agir en ce sens, les Bene Gesserit ont affiné en pas moins de 10 000 ans, lors des événements du premier roman du moins, des pouvoirs dont elles font nettement moins ouvertement démonstration quand il ne s'agit pas de secrets purs et simples. Pour commencer, les sœurs bénéficient toutes d'un entraînement Prana-Bindu qui leur permet d'atteindre un état d'harmonie intérieure et de contrôle absolu de leur corps. Elles sont ainsi capables de maîtriser les processus biochimiques de leurs organes au point de pouvoir neutraliser un poison ingéré. Elles pourraient aussi ralentir drastiquement leur processus de vieillissement, même si cela est très mal considéré dans leur rang. À l'insu de la plupart de leurs contemporains, elles sont en mesure de maîtriser leur cycle menstruel ainsi que le sexe de l'enfant dont elles sont enceintes. L'entraînement Prana-Bindu est également la base sur laquelle s'appuie l'art étrange, un art martial ultime qui fait des Bene Gesserit des armes vivantes plus dangereuses encore qu'un Sardaukar, ces soldats d'élite impériaux. Le sang-froid des Bene Gesserit est extrême, passant éventuellement par la fameuse litanie contre la peur. Je ne connaîtrai pas la peur car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi
au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin, et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. Le pouvoir qui impressionne le plus est souvent celui de la voix qui permet d'orienter les décisions d'une personne, voire d'une foule par le discours, voire éventuellement, si besoin, de commander des actes physiques immédiats. À n'en pas douter, le pouvoir le plus secret et sans doute le plus précieux est celui auquel accèdent les révérendes mères, celui de la mémoire seconde. Passer du statut de sœur à celui de révérende mère a un prix et la mort attend une bonne partie des candidates prêtes à le payer. Ce prix consiste à survivre à l'agonie de l'épice, sachant que la forme exacte du rituel peut apparemment changer en fonction des cultures et planètes. La base, c'est l'ingestion d'un mélange narcotique qui décuple l'essence et que la candidate doit parvenir à transformer au sein de son organisme. Si elle y parvient, elle accède donc à cette fameuse mémoire seconde qui est celle de toutes ses ancêtres féminines en remontant au début de l'humanité. Les personnalités et souvenirs de ces innombrables ancêtres peuvent intervenir au moment opportun ou critique de la vie d'une révérende mère afin de mener à bien ses missions. Cette mémoire seconde peut même se transférer d'une révérende mère à une autre. Ce concept a été en partie inspiré à Frank Herbert par le fameux inconscient collectif tel qu'imaginé par Carl Jung, dont les travaux restent souvent fascinants à explorer même de nos jours. Ce pouvoir de mémoire seconde présente d'autres dangers et spécificités, mais j'y reviendrai par la suite. Ces capacités surhumaines sont impressionnantes, mais comment l'ordre influe-t-il concrètement sur les structures sclérosées d'un empire de 10 000 ans d'âge? Avant de parler de sélection génétique et de Kwisatz Haderach, arrêtons-nous sur la Missionaria Protectiva qui vient toucher un point absolument essentiel de l'œuvre de Frank Herbert, la clé de compréhension basique pour éviter de prendre au pied de la lettre la présentation de Paul Atreides en figure messianique. En effet, la Missionaria Protectiva correspond à un groupe au sein des Bene Gesserit dont la mission consiste ni plus ni moins à implanter des mythes et prophéties susceptibles d'aboutir plus tard à des croyances que pourront exploiter les sœurs à l'avenir en cas de besoin pour influencer la société qui a accueilli et mûri ces récits au point de les hisser au rang de croyances religieuses. Ces histoires sont résumées sous le terme générique de Panoplia Propheticus, ce qui vient souligner la vision que Frank Herbert a de la religion en tant qu'ultime moyen de contrôle des peuples. Sans faire d'affirmation sur les croyances personnelles de l'auteur, il ne fait aucun doute qu'il met en garde contre les dangers du fanatisme. Et voici une citation d'Herbert lui-même à ce sujet: « La religion doit rester un exutoire pour ceux qui se disent « Je ne suis pas le genre de personne que je veux être ». Elle ne doit jamais sombrer pour ne devenir qu'un rassemblement de personnes satisfaites d'elles-mêmes. » Son fils raconte que les tantes catholiques de son père, qui ont longtemps essayé de l'attirer vers une pratique plus intense de la religion, ont pu être un début d'inspiration pour imaginer les Bene Gesserit. L'anecdote est amusante, certes, mais la comparaison peut être malhabile puisque les sœurs de l'ordre voient sans aucun doute possible la religion comme un outil de contrôle, le fameux opium du peuple selon Karl Marx. En effet, si les Bene Gesserit croient en une sorte de sauveur, c'est uniquement en celui qu'elles auront elles-mêmes imaginé, préparé et mis au monde, le fameux Kwisatz Haderach. C'est sans doute à partir de ce point qu'on peut entrer dans le territoire des spoilers pour d'une deuxième partie. Si vous quittez déjà la vidéo à ce moment, je vous rappelle pour une fois qu'il est possible de soutenir mon travail sur Tipeee. Quoi qu'il en soit, les commentaires et échanges entre vous sous la vidéo sont la pierre philosophale pour transformer les pieds de plomb de l'algorithme de YouTube en or. Merci à vous donc, et de toute façon, je vous envoie les truitesses si vous faites les marioles. Et si vous ne savez pas ce que sont les truitesses, il fallait continuer à regarder la vidéo, c'est bien fait pour vous. Il est temps d'évoquer le programme de sélection génétique mené par les Bene Gesserit au fil de centaines de générations pour identifier et réunir les qualités permettant de préparer l'avènement d'un individu d'exception. Bon, on l'aura tous compris, ce fameux individu, c'est Paul Atreides, sauf qu'il est arrivé une génération plus tôt que prévu. Dame Jessica a beau n'être que la concubine du duc Leto, elle l'aime tellement que pour lui et la gloire de la sacro-sainte primogéniture masculine, elle décide de contrarier un plan qui se déroule sans accroc depuis des milliers d'années et de donner naissance à un fils plutôt qu'à une fille. Car oui, en effet, on doit ici souligner cette étonnante incongruité qui voit un groupe de femmes aussi talentueuses, organisées et acharnées faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l'avènement d'un champion masculin, le fameux Kwisatz Haderach. Ce champion devrait être le fils de la fille de Jessica et de Feyd-Rautha Harkonnen, mais il arrive donc une génération trop tôt et s'apprête à bouleverser complètement l'ordre des choses. À force de ruse et de discrétion avec cette stratégie de l'influence et des projets au très long cours, on constate que les Bene Gesserit
semble avoir accepté, intégré cet état de fait de la construction féodale de l'Empire et de la structure aristocratique et patriarcale de cette société. La perspective du Sentier d'Or semble s'accompagner d'œillères pour les sœurs quant au sort des plus démunis et autres citoyennes de seconde zone de cet empire si immobile qu'il en est devenu une fragile statue à l'argile craquelée par le temps. Il y a une raison concrète pour laquelle le Kwisatz Haderach doit être un homme, du moins c'est ce qu'imaginent les Bene Gesserit, car l'avenir et l'avènement de certains héritiers prouveront que les choses sont plus compliquées et que le sexe n'est pas un facteur aussi déterminant dans l'accès à certains pouvoirs. Quoi qu'il en soit, jusqu'à Paul Atreides, les révérendes mères qui accèdent à la mémoire seconde grâce au rituel de l'agonie de l'épice ne débloquent que les souvenirs et personnalités de la branche féminine de leurs ancêtres. Le Kwisatz Haderach doit débloquer les deux branches et la masculine ne sera plus pour lui l'équivalent de ce vide terrifiant que ressentent à son égard les révérendes mères de ce côté de leur lignage. C'est le moment d'évoquer un point particulier, celui des abominations, qui va toucher un spoiler plus spécifique sur un personnage qui semble avoir été modifié dans le film Dune partie 2 par rapport au livre, film que je ne verrai qu'après avoir sorti cette vidéo. Une abomination, voilà le terme utilisé par les Bene Gesserit pour désigner une femme ayant accès à la mémoire seconde masculine. Cet état est très rare et spécifique et semble initialement ne pouvoir concerner qu'une enfant dont une future révérende mère est enceinte au moment d'affronter le rituel de l'agonie de l'épice. Dans les livres, c'est ainsi qu'Alia Atreides, la fille de Dame Jessica et sœur de Paul, est touchée par l'abomination. Ainsi, l'enfant accède non seulement à sa propre conscience, mais aussi aux souvenirs de ses ancêtres féminins et masculins avant même sa naissance. Le danger qui en découle, c'est la possession de cet enfant par l'un de ses ancêtres, puisqu'elle n'a pas encore pu développer un ego, un sens d'elle-même assez affirmé pour résister à ceux qui voudraient profiter de l'occasion pour revenir à la vie à travers elle. Cela fait d'Alia l'un des personnages les plus fascinants et tragiques de Dune, sachant que le combat interne entre la personnalité d'Alia et les voix issues de son passé va s'étaler sur une période relativement longue. Revenons au fameux projet ultime de l'Ordre. Plutôt que d'échouer, les Bene Gesserit n'ont que trop bien réussi, et de la lignée de Paul viendra celui qui aura le courage, la folie, la démesure de mettre en œuvre ce que demande véritablement le Sentier d'Or pour mettre l'humanité sur une voie la sauvant de l'extinction. Je n'entrerai pas ici dans des spoilers inutiles, et bon, peut-être que vous connaissez déjà l'histoire, sans doute, mais l'Empereur Dieu de Dune mettra au pas les Bene Gesserit, comme tout le reste de l'univers connu, en se servant notamment de la dépendance à l'épice, dépendance qui concerne aussi bien la sororité que la guilde spatiale. Un contrôle absolu de l'Imperium qui s'inscrit dans un projet d'une longueur de vue inégalée, au sacrifice de la propre humanité de cet Empereur Dieu, et ce à plus d'un titre. Ainsi, le véritable Kwisatz Haderach atteindra un pouvoir que jamais les Bene Gesserit n'auraient pu imaginer ou craindre dans leurs plus grands rêves ou pires cauchemars. Et pourtant, à la fin des fins, c'est bien de lui, de cet Empereur Dieu, que viendra un élan pour la réforme de l'ordre des Bene Gesserit, et c'est lui-même qui permettra l'accès au pouvoir d'une femme enfin. Par ailleurs, l'Empereur Dieu est l'instigateur de la force armée la plus durablement puissante de l'histoire humaine, avec les Truitess. Ce corps d'élite est composé uniquement de femmes, car le dirigeant tout-puissant a observé, prédit que toute force armée masculine est animée d'un instinct de prédation, de domination, voire de destruction, qui finit inévitablement par se retourner contre la population civile, faute d'ennemis extérieurs. Voilà une vision des choses qui semble nettement plus féministe déjà que celle des Bene Gesserit, mais c'est à grandement nuancer, puisque ces Truitess, qui ont pour nom Fish Speaker en VO, sont aussi sélectionnés et poussés à vouer un véritable culte à l'Empereur Dieu. S'il est intéressant de mentionner les Truitess, c'est pour se projeter bien plus loin dans l'avenir de l'univers de Dune, pour parler des origines des honorés matriarches. Celles qui se distinguent comme de terribles adversaires des Bene Gesserit, restés dans l'espace qui était celui de l'Imperium, sont revenues suite à la dispersion, ce vaste mouvement d'expansion de l'espèce humaine. L'origine la plus probable des honorés matriarches serait une sorte de fusion entre les Bene Gesserit et les Truitess, ayant pris part à cette dispersion. Alors certes, l'Imperium et le système des Faux-Freluches est profondément patriarcal, et les Bene Gesserit semblent accepter de fait le système des rôles revenant aux femmes et aux hommes. Toutefois, Frank Herbert souligne justement les insuffisances et échecs des systèmes comme des héros. Il met en scène cette société rouillée, engoncée dans ses traditions, tout comme il met en lumière
l'instrumentalisation du mythe messianique. Les Bene Gesserit ont au moins le mérite de tenter d'atteindre un avenir meilleur, mais ce faisant, elles participent au sacrifice des destins et libertés individuelles, se méfient de l'amour comme de la peste, et feront la preuve de leur aveuglement quant aux conséquences véritables de leur machination. Ainsi, les sœurs ne sont pas les grandes héroïnes ni les grandes méchantes, non, elles sont surtout une invention fascinante et un terreau fertile pour d'excellents personnages au passé et aux motivations fouillées. Les véritables héros au sens noble sont presque absents de Dune de toute façon, même si on peut penser à Duncan Idaho par exemple. Quant aux méchants, on peut bien sûr regarder du côté du baron Harkonnen, mais aussi clairement vers le Bene Tleilax, les grands manipulateurs génétiques qui pourraient faire l'objet d'une autre vidéo un jour, si celle-ci vous plaît. L'empereur Dieu lui-même pourrait faire un bon sujet bien sûr. Quoi qu'il en soit, je vous invite à vous exprimer en commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant aux Bene Gesserit, on les retrouvera dans la série Dune Prophétie attendue peut-être pour la fin 2024 ou plutôt courant 2025. La série devrait revenir aux origines de l'ordre 10 000 ans avant les événements de Dune. Pour information, si vous aimez la roue du temps, je serai joueur dans un jeu de rôle situé dans cet univers. Ce sera en 2 parties les 15 et 21 février sur la chaîne Twitch de Geek Fabula. Merci d'être fidèle au rendez-vous de mes vidéos et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!